Bien, nous allons reprendre nos travaux. Bonjour à tous. Merci à l'équipe là derrière les caméras qui filment. Donc, si vous manquez un morceau, vous pourrez regarder ça. Je pense d'ici 8 jours, ça sera en ligne sur le site du collège. Donc, nous allons poursuivre toute une partie de la journée notre tour d'Europe. Et ce matin, c'est plutôt l'Europe du Sud qui va donner son point de vue. Et on va commencer donc par un exposé de Maria Casas-Bahamonde, qui est professeure de droit du travail et de la sécurité sociale à l'Université Complutense de Madrid, et qui est présidente de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale. Madame Casas-Bahamonde est une des figures les plus connues du droit du travail en Espagne. Elle a occupé de très hautes responsabilités puisqu'elle a été membre du Conseil constitutionnel espagnol et qu'elle a présidé ce conseil de 2004 à 2011. Et nous disions, Maria, tu étais à la fois la première et la dernière à ce jour femme à occuper cette fonction. Bon, nous avons des conversations depuis très longtemps en droit du travail puisque Madame le professeur Casas était aussi membre du groupe dit de Madrid qui avait produit le rapport au-delà de l'emploi en 1999, qui a d'ailleurs été immédiatement traduit en espagnol sous ta supervision. Eh bien, ce n'est pas toujours facile de commencer, mais il faut commencer, alors commençons. Bonjour. Tout d'abord, je dois remercier Monsieur le professeur Supion de m'avoir invité à participer à cet intéressant colloque sur les solidarités en Europe. Mon intervention va être brève et traitera de l'assistance ou non d'une vraie solidarité européenne post-crise du point de vue espagnol. C'est développer 3 points qui sont les suivants. En premier lieu, les droits sociaux comme instrument de la politique économique et financière imposée par l'Union européenne. En deuxième lieu, se traiterait la situation du droit social post-crise, un droit social à la recherche de l'identification de ses contours et de ses fonctions pour des causes de types différents, mais de portée globale, mondiale, pour lesquels l'Union européenne n'offre pas pour le moment des solutions efficaces malgré son réarmement social en 2017. Enfin, en troisième lieu, j'essayerai d'indiquer quelques solutions toujours du point de vue espagnol. Première, les droits sociaux comme instrument de la politique économique et financière imposée par l'Union européenne. La crise financière et économique mondiale depuis 2008 a ébranlé les systèmes juridiques européens de travail et de protection sociale, les droits sociaux. Vu d'Espagne, cette situation critique a généré un modèle politico-idéologique du droit du travail subordonné à l'économie au nom de l'efficacité et de l'efficience de ces droits dans la réalisation de ces objectifs sociaux qui a été promis par l'Union européenne et qui a eu des effets dévastateurs sur les droits du travail et le système de sécurité sociale espagnol et aussi sur les propres droits sociaux de l'Union européenne. Celui-ci a été remplacé par des instruments coercitifs d'intervention de certaines institutions communautaires et du Fonds monétaire international qui ont imposé aux gouvernements nationaux
de quelques États membres, par exemple l'Espagne, des réformes dans leur politique sociale et leur système juridique de protection sociale par des méthodes de la gouvernance économique qui ont subordonné la coordination européenne des politiques nationales de l'emploi aux politiques économiques d'austérité et de consolidation fiscale. Il suffit ici de faire allusion au semestre européen, une proposition de la Commission qui a commencé à fonctionner en janvier 2011 pour assurer la discipline fiscale et la stabilité macroéconomique et macrofinancière où se présentent les programmes nationaux de réforme. Voilà pourquoi, dans les préambules des lois comme celle de la réforme espagnole de 2012, il est fait mention de cette réforme comme, je cite, réclamée par toutes les institutions économiques mondiales et européennes qui ont analysé notre situation et par les marchés internationaux qui contemplent avec une grande préoccupation la situation de notre marché du travail. Contrairement au réformisme social qui est à l'origine du droit social, le réformisme économique depuis 2010 a affecté la législation nationale espagnole en dehors de la logique d'une conciliation équilibrée des droits et des intérêts des travailleurs et des employeurs, le but étant d'assurer avant tout les intérêts des employeurs et des marchés. Le droit social devait être réformé et converti en un droit productif et compétitif, favorisant la productivité et la compétitivité comme moyen de contribuer à la croissance économique, de concourir à l'objectif de création d'emplois et, une fois celui-ci récupéré, de remplir ses fonds tutélaires, mais selon de nouvelles règles. Son centre de gravité s'est déplacé du travail non seulement vers les politiques d'emploi, mais vers la politique macroéconomique. Politique qui jugeait, au nom de l'emploi, une perte de protection du travail. Ces réformes structurelles se traduisaient par une réduction du droit du travail et de la protection sociale, des travailleurs salariés et des chômeurs, par un statut professionnel des travailleurs moins exigeant, par une flexibilité accrue des entreprises, tout aussi bien en ce qui concerne l'embauche que la gestion du travail et la négociation collective, par une forte réduction salariale, une espèce de dévaluation monétaire en Espagne, par l'abandon de l'objectif de garantir un travail digne ou décent et de qualité pour tous, dans la réinterprétation économiste des droits et des valeurs constitutionnelles, expression de l'État social. Le droit fondamental à la liberté d'entreprise est devenu le centre de gravité du système juridique constitutionnel. Certains arrêts de la Cour constitutionnelle espagnole montrent que la crise économique et la crise de l'emploi, très graves dans les cas espagnols, ont servi de justification à la remise en question des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs représentants par les réformes législatives de 2012. Cet arrêt reste très éloigné de la reconnaissance par la Cour constitutionnelle de la contribution que le droit social, garantie fondamentale de ces droits individuels et collectifs, avait fait à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs et au bien-être général. La situation économique et de l'emploi ont été introduits dans l'analyse constitutionnelle pour déclarer légitimes des décisions qui, dans d'autres situations de l'économie et de l'emploi, ne l'auraient pas été. De cette façon, il est produit aussi une subordination des droits constitutionnels, des droits fondamentaux des travailleurs et des syndicats à l'économie.
Bien que de l'Union européenne, également, les droits sociaux des travailleurs ont été conditionnés aux libertés fondamentales d'établissement et de prestation de services et à droit de la concurrence, les arrêts Viking, Laval et Riffer, de lesquels nous parlons hier. La vérité est que la Cour constitutionnelle espagnole a converti dans la décision dite les droits sociaux dans un droit du marché du travail, subordonné à la liberté d'entreprise. La conjoncture de ces raisonnements attachés à la crise économique permettrait de présumer de son caractère temporaire et de son dépassement par la jurisprudence constitutionnelle subséquente. Ces réformes légales ont mis à mal les traditions de solidarité publique construites à travers la législation nationale du travail et ont affaibli la raison sociale du droit du travail, son autonomie et sa propre fonction protectrice, solidariste et égalitaire sur l'ensemble des systèmes socio-économiques. Ces réformes sont dues aussi aux conditionnements antisociaux imposés par l'Union européenne en échange de ces aides économiques dans le cas des pays intervenus à cause de leur endettement. Par exemple, assouplissement de la régulation de la journée de travail, des salaires et décentralisation à l'entreprise de la négociation collective. Il ne s'agissait plus de corriger les conséquences antisociales de l'économie de marché pour atteindre une économie sociale de marché très compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social à laquelle se réfère les traités de l'Union européenne, mais de remédier l'excès de correction qu'empêchait le bon fonctionnement de l'économie de marché tout court. Cette déconstruction économique du droit social a ignoré sa fonction spécifique dans un État social et démocratique de droit. Il a perdu sa capacité de protection des travailleurs sans trouver des solutions aux problèmes graves, c'est du chômage, c'est de la précarité du travail, c'est des inégalités sociales. L'Espagne continue d'afficher un taux de chômage élevé, de pauvreté croissante et est l'un des pays européens où l'inégalité entre les pauvres et les riches a le plus augmenté. Il n'est pas surprenant de constater la frustration et l'inquiétude de larges couches de la population espagnole face à des perspectives d'emploi incertaines, accompagnées par des politiques de réduction des dépenses publiques, d'éducation, de santé et de protection sociale imposées aussi par Bruxelles. Le détachement du projet d'intégration européenne n'est toutefois pas venir remettre en question l'Union européenne, mais exigir la révision de sa politique économique et critiquer l'absence de politique de solidarité. Deuxième point. Le paysage social qui a provoqué la crise est caractérisé par des hauts niveaux d'inégalité sociale entre les revenus du capital et du travail, ainsi qu'entre celui qui a un travail et celui qui en manque, entre celui qui a un contrat de travail typique et celui qui doit accepter un travail atypique, et avec un effet négatif important sur le revenu salarial selon une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes. La crise a également laissé des niveaux élevés d'insécurité, de pauvreté et d'exclusion sociale et de précarité de l'emploi liée à la prolifération des formes de travail atypiques. Les licenciements,
la subtraitance ou externalisation généralisée, les nouvelles formes contractuelles pour ajuster le volume de travail et le coût de ce travail où l'horaire et les liens sont incertains. L'horaire de travail étant parfois les lieux de travail et les lieux de travail étant souvent contrôlés pour un autre entrepreneur, en particulier dans les services fondés sur la fourniture intensive de main-d'œuvre, les délocalisations dans les chaînes d'approvisionnement lointains mondiales, le faux travail autonome, l'économie souterraine, décrivent un panorama dans lequel le droit social doit chercher et trouver comment remplir son objectif de solidarité. Ayant beaucoup de difficultés à appliquer sa régulation face au phénomène de délocalisation des entreprises favorisé par la mondialisation et aux groupes d'entreprises dont le pouvoir de décision économique se situe hors de la zone de contrôle de législation nationale et du droit de l'Union européenne. De la même façon, pour le travail dans l'économie sans loi ou contre la loi, le travail non déclaré et le travail délictif. La croissance économique et de l'emploi de l'Espagne, après la crise de 2008, n'a pas supposé le retour au typique fort de travail, mais à l'augmentation des contrats atypiques au risque élevé de précarité qui se sont avérés être non seulement inéquitables, mais aussi inefficaces pour une hausse de la productivité et une croissance économique au niveau de bien-être. Du point de vue de la quantité, le taux de l'emploi n'a pas atteint le pourcentage objectif de l'Europe 2020 et se maintient à un insupportable niveau de chômage juvénile, 34%, et structurel de longue durée. La moitié des chômeurs sont à long terme, dont 40% ont plus de 45 ans, ce qui comporte un risque pour la cohésion sociale. Du point de vue de la qualité, le travail à contrat indéterminé et à temps complet, le contrat de travail standard est toujours au-dessous du niveau antérieur à la crise. La situation de travail ne suit pas d'une bonne santé en général, ce qui équivaut à dire que la récupération économique post-crise n'est pas traduite par la récupération du travail, par les droits du travail, par des conditions de travail dignes et nécessaires pour la solidarité. Tout au contraire, la nouvelle réalité sociale dans laquelle les hautes technologies et la mondialisation s'étendent partout se caractérise en grande partie par le travail précaire et l'augmentation des inégalités sociales. Tout cela conduit à une dévaluation de la protection du travail et sociale accompagnée de graves conséquences sociales. Nous sommes donc loin des valeurs sociales basiques de ces modèles sociaux européens mythiques que nous comparions dans le passé avec le reste du monde pour souligner que l'Europe possédait des normes de travail et des systèmes de protection sociale avancés, les meilleurs du monde, et que notre modèle de compétitivité n'était pas basé sur de mauvaises conditions de vie et de travail. Nous ne sommes certainement pas face à un cas de croissance sans emploi, mais face à une croissance économique de 3% du PIB pour l'Espagne, avec moins d'emplois et avec un travail dans de pires conditions, réalisé principalement avec des contrats de travail atypiques, déjà profondément installés dans la réalité sociale et dont l'utilisation s'est intensifiée dans les secteurs traditionnels et attendue à de nouveaux secteurs.
À cela, il faut ajouter la prolifération de nouvelles formes de travail, atypiques aussi, sursis de la digitalisation et des changements productifs et de l'économie numérique. Et dans les nouvelles modalités de travail atypiques de l'économie des plateformes numériques, avec une disparition formelle, bien que non matérielle, de la dépendance ou de la subordination du travailleur qui remet en question sa qualification de contrat de travail et l'application conséquente des droits sociaux. L'hétérogénéité des formes de travail et d'organisation des entreprises transforme le paradigme du contrat de travail classique en inadéquat et insuffisant pour affiner les problèmes actuels du monde du travail. L'élément commun implicite est le réel manque de stabilité, de sécurité. Tout cela même si dans leurs formes, ces contrats adoptent des formes de relations à durée indéfinie, comme le démontre l'expérience espagnole récente. La flexibilisation a entraîné une réduction des droits des travailleurs pour gagner en productivité et en compétitivité, avec une tendance évidente à se concentrer sur les formes d'emploi atypiques. À l'heure actuelle, rien ne garantit une sécurité sur le marché et sur la vie. L'insécurité, l'irrégularité du temps de travail et des salaires et des contributions sociales ont une projection négative dans l'équilibre difficile entre la vie privée et la vie professionnelle qui a un effet néfaste direct sur les femmes. Ces changements perturbateurs ont brisé totalement la prévisibilité juridique. Il en résulte une préoccupante extension de l'incertitude, source de danger pour la stabilité démocratique de la société. L'insécurité des personnes à propos de leur propre travail et de leur protection sociale est une insécurité existentielle. Le Parlement européen a souligné et dénoncé l'étendue de la précarité du travail en Europe dans sa résolution du 4 juillet 2017 sur les conditions de travail et l'emploi précaire. Le Parlement a demandé à la Commission et aux États membres d'adopter les lois et les politiques nécessaires pour obtenir un travail digne, concept très proche de celui de travail décent de l'OIT. En Espagne, à la crise de l'emploi a précédé, accompagné et suivi une crise de l'emploi stable, favorisée et rendue possible même par des moyens légaux. C'est la seule façon d'expliquer le taux élevé d'emploi temporaire sur le marché du travail espagnol et les bas salaires. La préoccupation du Parlement européen sur la précarité de l'emploi en Europe s'exprimait déjà en pleine crise, particulièrement au sujet des femmes en situation précaire. Et après la crise, à propos de la recommandation de la Commission du 26 avril 2017 sur le socle européen des droits sociaux, une sorte de convergence sociale renouvelée pour les pays de l'euro, bien qu'ouverte à des autres États de l'Union, destinée à recomposer les solidarités et la cohésion sociale après les politiques de libre marché, d'austérité et d'intervention publique qui ont dévasté les droits du travail et sociaux des États membres pendant la crise économique et politique institutionnelle et qui fait partie du débat sur le futur de l'Europe, la refondation de l'Europe, livre blanc sur l'avenir de l'Europe et sur sa dimension sociale, document de réflexion sur la dimension sociale de l'Europe, 26 avril 2017. On sait que le socle européen des droits sociaux proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017 se limite à être une déclaration de 20 principes et droits
déjà existants dans les droits de l'Union européenne et dans les droits des États membres, regroupés dans 3 catégories: l'égalité des chances et l'accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et la protection et l'inclusion sociale. En tant que telles déclarations, leurs droits et principes ne sont pas directement applicables ou contraignants et non pas dans les textes de la recommandation des instruments législatifs et non législatifs pour les mettre en pratique et obtenir des résultats, ni des politiques et d'instruments financiers spécifiques. Comme dans les initiatives précédentes, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité de région, titré « Mise en place d'un socle européen des droits sociaux » explique que la déclaration des droits sociaux s'accompagne d'une série d'initiatives législatives et non législatives liées à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, à l'information des travailleurs, à l'accès à la protection sociale et au temps du travail. La Commission recette une approche unique de la réalisation du socle européen des droits sociaux, de l'harmonisation sociale des pays de la zone euro et, en substance, renvoie son application aux États et aux partenaires sociaux avec l'aide financière des fonds de l'Union, en particulier du Fonds social européen, toujours dans le cadre des recommandations économiques des semestres européens. L'objectif de cette nouvelle déclaration des droits sociaux est simplement de les rendre plus visibles, plus complètes et plus explicites pour les citoyens et les acteurs à tous les niveaux. La Commission associe la mise en place du socle européen des droits sociaux à l'amélioration de la compétitivité de l'Europe, à l'augmentation de la résilience sociale, à la résistance des structures économiques et à la consolidation de l'Union économique et monétaire. Les diagnostics sévères d'une grande partie des experts espagnols soulignent un déclin du droit social en Europe, ainsi que des projets européens. Ils signalent au contraire que la protection et le bien-être des citoyens sont la garantie d'une économie compétitive en Europe, à laquelle doit contribuer d'une façon positive le dialogue social. Ils indiquent aussi que les États doivent contribuer à la garantie des conditions de travail dignes pour maintenir la cohésion sociale, que le marché unique a besoin d'un noyau dur de droits sociaux afin d'éviter la concurrence basée sur de mauvaises conditions de travail et que la protection sociale et de la santé sont, comme dit le Parlement européen, un évident et rentable investissement social. La situation d'après-crise et les puissants changements technologiques et organisationnels sur les marchés mondiaux ont généré un nouveau panorama pour les droits sociaux qui doit être adapté pour exercer sa fonction de solidarité qui ne vient manifestement pas de l'Union européenne. Pour sa part, l'autonomie collective joue un rôle ambigu, voire contradictoire. Sa participation intégrée dans l'ADN des différents systèmes européens de relations de travail et dans la politique sociale de l'Union européenne est prévue en général par les constitutions nationales, est appelée à procurer une légitimité sociale et politique aux réformes légales. Cependant, son dynamisme et adaptabilité, elle est incapable de faire face aux nouvelles réalités mouvantes, aux modalités atypiques de travail dans lesquelles le travail est fourni pour des travailleurs isolés auxquels il est difficile de reconnaître les droits de représentation collective. L'entreprise est devenue le cadre préférentiel de la négociation collective
autorisé par la loi à abroger les dispositions des conventions collectives sectorielles établissant des conditions impérieuses. Ce type de négociation collective n'est parfois que l'instrument de légitimation de l'exercice du pouvoir de gestion des entreprises, avec la conséquence de la perte d'autonomie, du pouvoir et d'influence des négociateurs syndicaux sectoriels. C'est terminé. Solution. Que faire? Face aux défis de nos démocraties, dans une économie mondialisée et digitale, il est nécessaire de repenser les solidarités dans un cadre profondément transformé des mécanismes qui ont traditionnellement soutenu les institutions de solidarité, travail avec droit et protection sociale. Les inégalités sociales croissantes placent la responsabilité des pouvoirs publics et des entreprises. Pouvoirs publics européens, gouvernements et la responsabilité du capital. Au centre de la réorganisation des solidarités en Europe, la croissance économique ne suffira pas à elle seule à assurer une répartition équitable des profits et ne le fera pas entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Le droit du travail doit honorer son nom, annihilant la division binaire entre travail salarié et travail indépendant, sans préjudice de l'attribution d'une réglementation spéciale à ces dernières. L'important est qu'il soit capable d'assigner une protection adéquate aux deux types de travail par des conditions dignes face à la précarité. Sinon, il sera conféré dans un droit déclinant. Si était réelle l'hypothèse selon laquelle les contrats de travail typiques s'appliqueraient à une minorité de travailleurs à l'avenir, et si ce phénomène n'était pas arrêté, le droit social sera dissous, remplacé par la common law des contrats et l'Europe des droits disparaîtra dans une Europe de l'émarché, dans un voyage imparable vers le passé. Sans aucun doute, la délimitation des concepts de travailleurs et des relations de travail que la Cour de justice fait à certaines fins pose un problème sérieux car elle laisse de côté les activités marginales et accessoires qui reposent sur une petite échelle. Et même s'il est vrai que la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice est ancrée dans le fait que les avantages personnels sont réels et efficaces, même s'ils sont occasionnels, beaucoup de nouvelles formes de travail atypiques sont marginales. Cette marginalité conduit à l'exclusion du droit du travail et de la sécurité sociale et à l'exclusion sociale. Pour éviter cet effet négatif, le droit social doit traiter du travail personnel, marginal ou accessoire aussi, et faciliter la portabilité des droits sociaux et du travail acquis pour les travailleurs tout au long des différentes phases de leur vie. La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne qui définit une notion large de travailleurs et d'employeurs permettra aux États membres de ne pas appliquer les dispositions de la directive aux relations de travail de moins de 8 heures par mois, sauf en cas de que les heures de travail n'ont pas été déterminées à l'avance dans un travail atypique, selon la demande, par exemple, que la directive reconnaît. Le système de sécurité sociale doit être réorganisé aussi afin de lui donner une autonomie par rapport au travail effectué
et de les financer avec une solidarité générale. Ici aussi, la tâche d'empêcher l'exclusion de ces systèmes de travaux accessoires ou non habituels est nécessaire. Il semble nécessaire de porter finalement notre attention sur les droits fondamentaux au travail et à la protection sociale dans le contexte de la digitalisation et de la mondialisation de l'économie, du commerce international, de la mobilité des entreprises et des personnes, de transformation des façons de travailler et d'organiser les entreprises. L'interdépendance constitutionnelle des États de l'Union européenne et le pluralisme constitutionnel au sein de l'Union européenne, dont font partie les normes internationales relatives aux droits de l'homme, sont des mécanismes nécessaires pour construire la solidarité. L'interdépendance constitutionnelle des États de l'Union européenne signifierait la fin de l'autarcie des cours constitutionnels dans l'interprétation et l'application des droits fondamentaux des constitutions nationales respectives. Et cela conduira à une harmonisation constitutionnelle seulement visible à travers la décision des cours constitutionnels. Le pluralisme constitutionnel est une réalité existante avec différents instruments juridiques et décisions pour son application. La Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les déclarations et le pacte des Nations unies sur les droits humains. Il est vrai que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse aux institutions de l'Union et aux États membres uniquement lorsqu'ils appliquent les droits de l'Union, qui a une efficacité verticale reconnue et un manque général d'efficacité directe entre particuliers, sauf exception confirmée par la Cour de justice. Mais les États membres appliquent fréquemment les droits de l'Union. En Espagne, en général, les 90% des réglementations en vigueur ont leur origine dans les droits de l'Union. D'autre côté, ces protections constitutionnelles multiniveaux doivent être reçues par les plus hauts niveaux de protection selon la propre charte. C'est terminé. C'est important. Les droits fondamentaux devraient étendre leur protection à la diversité personnelle qui est aujourd'hui au cœur des relations de travail dans un droit social applicable à différentes façons de travailler. Les femmes, les groupes ethniques, les groupes migrants, réfugiés et personnes déplacées, les handicapés, les travailleurs âgés, collectifs particulièrement vulnérables et surreprésentés dans les formes de travail atypiques. La diversité personnelle va grandir avant le développement scientifique, les changements démographiques, climatiques, technologiques, éducatifs. Face à l'inégalité sociale, il est nécessaire de renforcer la valeur et l'efficacité des droits sociaux et le rôle des différents acteurs du système de relations de travail, y compris les syndicats et les juges. Ces droits doivent garantir un salaire minimum vital, les droits à la liberté d'association, la négociation collective et le respect des conventions collectives, la participation à l'entreprise, l'égalité de traitement au travail, la sécurité et la santé au travail, la protection sociale, la réglementation du temps de travail et de pause, la protection contre les licenciements, l'accès à la formation et apprentissage tout au long de la vie et le droit à la conciliation de la vie privée et professionnelle des travailleurs. Avec la mondialisation, il est nécessaire d'affirmer l'universalité des droits fondamentaux et d'établir des garanties juridiques internationales. L'accroissement des ressources financières ou encore la coopération solidaire de l'Europe entre les États membres et vers des autres pays du monde, c'est également nécessaire. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Maria-Emilia. Nous allons, ce que je vous propose, puisqu'on a un petit peu débordé le temps, c'est qu'on écoute tout de suite
l'exposé suivant de Christina Deliani Dimitrakou, de façon à avoir une discussion. Ensuite, on fera une pause, si vous voulez bien. Donc, Madame Christina Deliani Dimitrakou est professeure à la faculté de droit de l'Université Aristote de Thessalonique. Elle est spécialiste de droit comparé, de droit social européen, et elle a participé à de nombreux projets de recherche européens soutenus par l'Union européenne. Et elle a publié en 2013 un ouvrage, Le droit comparé à l'épreuve du pluralisme juridique et de la mondialisation, aux presses de l'Université de Toulouse. Et Christina est aussi une ouvrière inlassable des échanges franco-helléniques dans le domaine juridique. Alors, la vision que nous venons d'avoir de l'Europe vue d'Espagne ressemble plutôt à une broyeuse, à une moulinette qui casse les solidarités. Je ne sais pas si la vue de la Grèce sera très différente. Simplement, Christin, si c'est possible de ne pas excéder 30 minutes, de façon à ce qu'on ait quand même un petit peu de temps pour la discussion. Merci beaucoup.